coup, ce soir, on va parler justement de forêt. Comme je vous l'avais dit, on va parler de la forêt de Ouelgoat, qui est une forêt située à Brocéliande. Il y a, avant, tout était ensemble, comme le disait Marion l'autre fois sur le live, mais maintenant, ça a été scindé dans le sens qu'il y a des légendes pour l'une et des légendes pour l'autre. Donc on va parler de ça et on va parler aussi du Dahu parce que on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Alors c'est une créature mythique, hein, on est bien d'accord. C'est une petite invention, mais on va en parler parce que je cherchais une créature à en parler dont on n'avait pas parlé. Et on a parlé de plein d'animaux ici sur la chaîne. Donc j'ai eu l'idée du Dahu, c'est Titine qui m'a donné l'idée, comme elle l'appelle tout le temps, le petit Dahu de Talus. Le Dahu, quelle belle farce. C'est exactement ça. Donc, il faut savoir que il est dit que dans les temps anciens, oui, mes petits Dahu de Talus, il est dit que dans les temps anciens, donc une forêt immense et dense recouvrait toute la Bretagne. C'est le mythe de la grande sylve armoricaine qui recouvrait la Gaule au moment de la conquête de César. Ce paradis de chênes centenaires, des hêtres, des châtaigniers, où prospèrent entre les rayons du soleil mousses rebondies, fougères, etc. Et ça a donné naissance à la forêt de Brocéliande dont on avait parlé ici. C'est une forêt magique dont les premiers récits remontent au Moyen Âge, forêt qui aurait abrité Merlin, la fée Morgane et autres légendes du roi Arthur. Aujourd'hui, personne ne s'accorde sur la localisation exacte de Brocéliande et si les historiens du 19e siècle l'ont plutôt situé du côté de Pimpon, depuis les années 1980, des voix s'élèvent contre ce qui apparaît comme étant un crime de lèse-majesté, brandissant des hypothèses qui sont contraires. On ne l'a jamais trouvé, c'est ça. La chasse au Dahu fait l'affaire, fait l'affaire dans les Alpes surtout, oui, et en Alsace aussi, comment, Caro. Ainsi donc, la forêt de Brocéliande pourrait bien aujourd'hui subsister non à Pimpon, mais dans la zone représentée par les 1000 hectares de la forêt de Hugelwood, qui se trouve dans le parc naturel régional d'Armorique au centre du Finistère. Donc pour de nombreux spécialistes dignes de ce nom, cette forêt mériterait haut la main donc le titre. Donc dans les sous-bois verdoyants riches d'une biodiversité hallucinante, coulent des rivières entre de gigantesques blocs rocheux où se cachent les nymphes, les fées et les petits esprits de la forêt. Coucou Fabrice, comment vas-tu? Au gré d'une promenade onirique, perdez-vous sur les nombreux sentiers qui quadrillent les bois pour découvrir la grotte du diable, le gouffre, le campement du roi Arthur, la roche tremblante ou encore la mare aux fées. Les trolls aussi, exactement. Poussez votre chemin jusqu'à de certains beaux menhirs isolés, comme celui de Keram Pulven, dans un hameau traditionnel qui semble tout droit sortir des temps anciens. Ça va bien, merci Fabrice. Ça y est, c'est le week-end, t'es en repos ou tu travailles demain? L'itinéraire qui ravira petits et grands enfants, amoureux des contes fantastiques, eh bien, cela va plaire à tout le monde de s'y rendre. Oui, en week-end pour moi. Ah, super.
Du coup, repos. Vous êtes sur la place du village de Hugelgoat et Hugelwatt, c'est moi qui dis des bêtises, et un petit vent frais souffle agréablement entre les ruelles. Là, je vous décris, je vous mets en place un décor, à vous de l'imaginer. Vous en profitez pour réviser votre breton parce que ici, au centre du Finistère, on est un peu dans le cœur du réacteur de ce qui fait de plus en plus, de ce qui se fait de plus en plus authentique au niveau de la Bretagne. Et c'est toujours bien de ne pas faire tâche. Sachez que moi, vous pouvez oublier parce que c'est super compliqué. Mais sachez quand même que le nom de Egelgoat, je n'arrive jamais à le dire, euh, il vient du mot breton, donc UL, qui signifie eau, et côte ou goat, donc G-O-A-T, qui veut dire forêt, donc la forêt d'en haut. Elle est découverte en démarrant du moulin du Chaos près de l'étang, puis se termine à la mairie et faire une balade dans le sens ouais, où est le goat, où est la forêt. Euh, faire la balade dans ce sens-là permet de commencer par des points d'intérêt assez intéressants et impressionnants à partir de la forêt parce que la partie canal peut, est peut-être à cet endroit-là un peu moins rébarbatif que à d'autres endroits. Il y a plein d'avantages. Vous pourrez très bien, si le temps vous manque en fin de promenade et si vous n'êtes pas particulièrement adepte de la culture minière, euh, aller du côté de la partie de la mine pour revenir plus rapidement vers le centre du village. Il faut compter environ 2 heures pour faire un tour qui contient plus ou moins 10 kilomètres. Et ça, plus ou moins comme ça à la louche, hein. Mais il est bien connu que les forêts magiques, on s'y perd facilement. Donc prévoyez toujours de partir de bonne heure l'après-midi, qu'est-ce que je raconte moi? De partir en fin de matinée, de prendre un pique-nique avec vous pour vous immerger convenablement dans ce poumon verdoyant. Donc, si vous allez visiter tout ce coin-là, eh bien, il faut prévoir du temps, il faut être libre, il faut pas se dire, ouais, j'en ai pour 1 heure ou 2, à telle heure je serai là. Non, on part quand on part vraiment à l'aventure, on prend de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'installer et on se promène et puis on s'installe, on fait une pause tranquille, on profite de la forêt et on profite de cette magie ambiante que l'on a tout autour de soi. Donc, vous continuez donc votre chemin jusqu'au splendide lac où vous pourrez voir quelques barques de pêcheurs, mais ne vous fiez pas au fait qu'ils soient extrêmement tranquilles. Ça ne veut rien dire. Il y a énormément de biodiversité animalière, que ce soit au-dessus ou que ce soit dans l'eau. Le moulin du chaos garde l'entrée de la forêt comme si c'était un gardien. Il a été construit en 1339 et il serait jadis il était sûrement là pour moudre le grain. Aujourd'hui, il est reconverti en boutique de créateurs d'artistes et sa roue siffle encore quelques chants traditionnels oubliés. Au niveau du moulin, eh bien, vous avez le lac qui est immobile derrière le pont et s'écoule soudain une cascade formant une belle rivière d'argent. Donc, allez-y, fermez les yeux, imaginez le cadre que c'est magnifique. Et
cette, cette rivière bondit entre le chaos de rochers qui sont en granit pour se perdre complètement dans la forêt. Vous avez le chaos de pierre aussi, qui est une des principales curiosités de cette forêt. La légende raconte que Gargantua, déçu de la pectance qui lui avait été proposée par les villageois alors qu'il criait famine, aurait caillassé dans sa fureur le village de gigantesques blocs rocheux. Donc, tous ces blocs, ils ont une histoire. Dans les bretonneries d'automne, qui a été écrit en 1913, l'écrivain Boivin décrit à merveille les splendeurs surréalistes de ces énormes blocs de pierre qui surgissent du sol comme par enchantement, avec une attitude un peu bizarre et inquiétante, suspendue au flanc des coteaux, dressés au creux des clairières, dissimulés dans les futaies centenaires, jetés dans le lit des rivières, disséminés dans les prairies verdoyantes et émergeant de la terre brune des sillons labourés. D'un point de vue D'un point de vue plus scientifique, ces roches auraient été formées par des masses liquides en fusion remontées du centre de la Terre. Ça a fait comme une bulle de lave géante qui se serait solidifiée en se rapprochant de la croûte terrestre. Ça veut dire que malgré tout, en Bretagne, je me suis laissé dire qu'il y avait eu pas mal de secousses ces derniers temps du côté de chez Marie. Je l'ai vu, elle l'avait mis. Ça veut dire que en fait, il y a quand même eu par le passé déjà des petites secousses qui ont permis à ces pierres de se former. Donc quelque part, c'est pas euh, c'est pas si étrange que ça, je dirais. Voilà. Excusez-moi, j'ai vidé mon cendrier. Donc, elle aurait été donc découverte à l'air libre au fil du temps, donc par l'érosion, puis elles auraient glissé le long de la rivière et se seraient entrechoquées les unes contre les autres, créant un impressionnant amas chaotique et désordonné de blocs de granit de plusieurs centaines de tonnes. Euh, la grotte du diable, euh, comment? C'est vraiment un endroit qui est très intéressant aussi à voir. Une personne m'a dit que l'épicentre était à Vannes. Mais il me semble que c'est ce que Marion, elle avait dit aussi. Elle avait parlé, je pense, de Vannes. Je me demande même si elle habite pas tout près, Marion. Je ne sais pas si elle est là, mais si elle serait là, elle le dirait, il faudrait lui demander. Donc, vous frayez un chemin à travers le chaos de pierre pour accéder donc à la grotte du diable, qui est complètement blottie dans les profondeurs de la terre. Il y a des arbres isolés qui ont poussé là, au milieu d'immenses blocs de pierre. Et ici déjà, donc, la légende peut commencer. 3 fois l'année dernière, ici, ça se reprend. Oui, mais je pense que c'est 5 fois que la terre a tremblé par chez elle, du côté de chez Marie. Ou alors c'est elle qui est tout près de Vannes, je sais plus. Je saurais plus, mais je sais bien qu'il y a quelqu'un qui habite du côté de Vannes et qui en avait parlé. Mais je sais plus si c'est Marie ou si c'est Marion. C'est l'une ou l'autre, mais il me semble que c'est Marion qui habite à Vannes. Donc, on va revenir à cette histoire comment, de légende. Je vais y arriver.
Il y a plusieurs récits qui ont donné à la grotte du diable son nom. La première légende est plutôt pragmatique. C'est ça, Miomix. Cette grotte descendant au plus profond des entrailles des enfers, le diable y aurait tout naturellement établi sa demeure pour remonter à la surface quand bon lui semble et semer à loisir la terreur et la zizanie auprès des habitants du village. Ça, c'est la première légende qui est racontée. La deuxième est beaucoup plus historique. Elle fait allusion à un malheureux révolutionnaire originaire du village voisin de Berrien qui est poursuivi par les partisans du roi. Il se serait réfugié dans la grotte in extremis avec pour seule arme sa fourche de paysan et il était coiffé d'un chapeau planté avec 2 plumes rouges. Saisi par le froid dans les profondeurs de la grotte, il aurait allumé un feu pour se réchauffer et l'échouant à ses trousses aurait alors vu se dessiner sur la paroi l'ombre d'un démon à cornes avec son trident qui aurait décampé en criant au diable. Ah oui, parce que s'il allumait le feu et la réverbération du feu avec son chapeau, avec ses plumes et sa fourche, eh bien, ils ont cru qu'ils voyaient le diable. Preuve que les convictions républicaines sont parfois encouragées par donc, les forêts légendaires. Donc, c'est quand même deux légendes qui sont intéressantes. Elles sont toutes les deux liées toutes les deux au diable, mais l'une au diable proprement lui-même et la deuxième au fait que ils auraient pris un homme qui se serait caché tout simplement et en ayant allumé le feu, eh bien voilà, ils ont imaginé voir sur la roche le diable. Vous avez la roche tremblante où c'est super dangereux. Et une fois sorti du gouffre des enfers, eh bien, vous vous dirigez vers une colline un peu plus loin. Et juste à l'aplomb se trouve un bloc de granit isolé, rescapé de la carrière, une sorte de gigantesque parallépipède de 7 mètres par 3, qui pèserait, au dire des habitants, plus d'une centaine de tonnes. Comment ce géant est-il arrivé là? Personne ne le sait. Il n'y a pas d'explication du tout sur sa présence et comment il a pu se former. Et donc sur le théâtre de la Roche Tremblante, eh bien un attroupement forme comme un cercle et des murmures. Si vous donc vous mettez au-dessus de cette roche tremblante, eh bien que vous êtes à plusieurs, eh bien vous formez comme un genre de cercle et vous entendrez des murmures qui s'échappent ça et là. Et au milieu, si vous avez la chance d'avoir un breton qui vous accompagne, il vous mettra vraiment dans l'ambiance en vous remettant le contexte convenablement pour que vous écoutiez attentivement tous les bruits qui sont autour de vous. C'est vraiment intéressant ce fait de se mettre sur ce bloc et d'entendre des murmures perplexes. Moi, je pense que si on va dans une forêt de cette ampleur, aussi riche en énergie, d'ailleurs, comme toutes les forêts, j'ai envie de vous dire, et que vous tendez l'oreille, je suis sûre qu'on peut entendre des murmures ci et là de diverses créatures et variées. C'est tous les mystères des forêts, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une forêt tout près de chez moi, que ce soit une forêt tout près de chez vous. Chaque forêt a son histoire et a vu tellement de choses depuis tellement de siècles. Ces arbres qui ont repris tellement, qui ont des siècles et des siècles et qui ont une histoire derrière eux, ils ont vu tellement de choses. Et ils sont toujours debout.
Donc, pour l'explication logique qui résiderait dans cette histoire-là, c'est que le bloc serait posé en équilibre sur son arête, facilitant l'oscillation quand on trouve un point de friction. Donc ce serait ça l'explication de pourquoi il serait là, euh, tout simplement. Maintenant, allez savoir s'il n'a pas roulé, tout simplement. Peut-être qu'il y avait des penchants ou diverses choses qui ont fait que au niveau de la nature, ça a bougé autant. On ne sait pas ce qui se passait il y a X siècles dans cette forêt. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Donc, ça, c'était pour la roche tremblante. Et après, vous allez vers le ménage de la Vierge, qui est une source miraculeuse et apparition. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de quelque chose dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ça va vous rappeler des souvenirs. Donc, on redescend le long de la rivière d'Argent pour passer par un site qui a fait les grandes heures touristiques de cette forêt depuis des siècles. Il y a les roches du chaos de pierre qui sont ici et là empilées de manière précaire. Les âmes les plus imaginatives y auraient vu l'attirail de cuisinier d'un géant. Vous pouvez remarquer que certains ont la forme d'un pseudo-chandron ou qu'est-ce qui aurait pu servir à un géant à faire à manger. Pourquoi pas? Euh, Il y a une baratte à beurre aussi, un genre de soufflé. Beaucoup de personnes... oh, ça me dérange ce truc. Imagine aisément que ça pourrait être des ustensiles d'un Golgoth. Coucou Angel, je viens me détendre devant le live en mangeant, ça me fera du bien. Ah ben oui, demain c'est le grand jour, roulement de tambour. Coucou David, j'ai réussi Angel à mettre le clip pour les VIP. Donc voilà. On pensera bien à toi. D'ailleurs, à la fin du live, faites-moi penser que je dois vous montrer quelque chose. Mais au fait, pourquoi est-ce que on l'a... Oh, j'ai un truc, c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la Vierge, comment, cette rivière? Eh bien, c'est parce que elle serait apparue à un ermite qui vivait dans une hutte pas loin de là. Et on dit pas de quel breuvage le dit ermite s'abreuvait, euh, mais apparemment, il l'a considérée comme une eau sacrée. Je suis pas David, mais Rocky, un gros charou. Rocky était le nom de mon chien. Oh, Caro. L'autre explication, cela tiendrait au fait que les rochers renferment une source miraculeuse, un trou dans la roche qui se remplirait comme par magie, non pas par une rivière, mais par quelques procédés occultes. Or, la Vierge chrétienne est souvent associée au culte ancien de l'eau provenant de la pierre ou de grottes. Donc, ce serait ça l'explication. Ce n'est pas l'explication de Caro. Son explication est pourrie. Je ne la lirai même pas. Voilà. Enfin, si, je l'ai lu, mais je ne la lirai pas tout haut. Les Wurox Collection. C'est pas une explication, mais une question. Parce qu'il n'y a pas de branche dans l'eau. Non, je viens de vous le dire.
Je viens de vous dire que ça tiendrait le fait que les rochers renferment une source miraculeuse et qu'il y aurait un trou dans la roche qui se remplirait comme par magie et qu'il ne serait pas alimenté par une rivière, mais par un procédé occulte. Or, comme je vous le dis, la Vierge chrétienne est associée au culte ancien de l'eau. Et ce culte ancien de l'eau, eh bien, c'était de l'eau qui provenait de pierres ou de grottes. Je troll Lily, mort de rire. C'est infernal ça. Moi je pensais que t'avais pas entendu ou que t'avais pas compris. Enfin la Vierge est pleine de gouttes. Vous avez l'histoire aussi du pont rouge ou les amants déchus. Donc si vous continuez votre chemin en longeant la rivière, vous passerez devant le pont rouge. Ce dernier, il est tout en pierre, il date de l'époque des Gaulois, peuple du groupe des Celtes armoricains, qui occupait la région du temps d'Arthur, donc du roi Arthur, qui sont dissipés ce soir. Ah oui, hein, ils sont. C'est toi qui devrais être toute excitée et ce sont eux qui sont tout excités. Toi, le fait de garnir la salle, ça t'a mis KO. Mais vous vous en doutez, une légende bien plus trouble a aussi donné son nom à ce petit pont. Moi, je suis complètement HS. La princesse Dahu, alors c'est à cause de ça que j'ai eu l'idée du Dahu. La princesse Dahu, reine d'Is, tomba éperdument amoureuse d'un jeune galant de ce village qui restait de marbre face à ses avances. Vous verrez que comment il y avait des explications par rapport aux roches, etc., que ce serait le couple, etc., qui était tout près du pont. Un soir, elle décida de suivre le malappris pour découvrir les raisons de son refus. Il se trouve que celui-ci aimait en secret une ravissante villageoise qu'il rencontrait chaque soir, donc au petit pont. Folle de rage, eh bien, la perfide Dahu précipita les deux amants dans la rivière où ils périrent tous les deux. L'eau prit alors instantanément une coloration rougeâtre, la couleur de leur amour. D'où l'histoire du pont rouge. Bah aujourd'hui à la maison, c'était rire et chansons pourries. Je trouve tout le monde super détendu, joyeux. Eh bien, c'est très bien comme ça. Bien sûr que je le vois. Taratata, tu confirmes ce qu'elle croit. Elle croit quoi? Que vous êtes en train de me troller. Mais pas que Caro, hein. Ryan aussi m'a trollé, puisque j'ai dû répéter mon histoire de vierge. Donc, vous êtes tous les deux ex aequo. Voilà, balle au centre. Un pour un. Même le chat est super détendu. Oui, mais tous les chats sont beaux. Oui, mais complètement, sauf qu'ils griffent. Ah, merci Lily. Note bien que je ne l'ai pas balancé, moi. Alors, on va parler de on dirait des gosses. On va parler de la grotte et du camp d'Artus, donc Merlin, le trésor et les démons. Il a presque temps de grimper plein nord vers le camp et la grotte d'Artus. Donc là, je vous ai fait la promenade.
Non, on dit dans le noir, tous les chats sont gris. Mais comme me dit mon chéri aussi, ils sont pas gris dans le noir. Et c'est vrai, ils sont noirs dans le noir. Ils sont pas gris. On voit leurs yeux, mais ils sont pas gris. Au temps de l'Empire romain, cette région était, comme nous l'avons dit et comme nous en avons parlé précédemment, occupée par le peuple des Ossismes. Et ces derniers construisaient de très vastes cités fortifiées. Et elles étaient tout simplement destinées à protéger leur territoire contre l'envahisseur romain. Et le camp d'Artus était situé dans la forêt. Et il pourrait représenter les vestiges de la capitale fortifiée de ce peuple. Et cet endroit est vaste de 30 hectares et donc bien antérieur à la légende du roi Arthur dont elle porte à tort le nom, parce que elle est beaucoup plus vieille. Autant ne pas tourner autour du pot, Artus est une sommité dans les contes de légende bretonne. Donc Artus, c'est Arthur, vous l'avez compris. Artus serait un chef celte légendaire qui, entouré des cavaliers de la table ronde, aurait mené la résistance gauloise en Petite-Bretagne contre les envahisseurs saxons au VIe siècle après Jésus-Christ. Son épopée chevaleresque a ensuite été reprise par moult romans historiques et récits divers. Artus, ayant essuyé 12 batailles, a été enlevé et exilé dans l'île d'Avalon, auprès de la fée Argante, puis, au fait de sa gloire, aurait malencontreusement péri par trahison. On en a parlé aussi de l'île d'Avalon. Nul n'est besoin de préciser que la légende d'un si valeureux chef militaire a été propagée pendant des siècles et des siècles par poètes, moines, conteurs, bardes celtes, etc. Et s'est déformé peu à peu, pour prendre la forme d'un mythe à la fois un peu biblique et magique. À tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment très bien ce qui relève de l'histoire ou de la légende. Mais une chose est certaine, c'est que cet endroit, ce camp, date de bien plus longtemps avant le VIe siècle après Jésus-Christ. Donc, c'était postérieur. C'est pour ça qu'on pense que c'est un camp qui a servi pour ne pas être envahi par les Gaulois. C'était peut-être Astérix et Obélix. Regardez-moi ça comme j'ai placé ça d'un ton sérieux. La grotte d'Artus est située sur la muraille extérieure et serait donc le refuge où le roi Arthur et ses chevaliers se réfugiaient tout simplement pour échapper à leur ennemi saxon. Et la grotte renfermerait même, selon certains romanciers, un trésor qui aurait été découvert par le roi Arthur au Val sans retour, d'où la confusion un peu avec la localisation de Brocéliande. Grâce à l'aide précieuse de Merlin l'Enchanteur, ce trésor serait aujourd'hui jalousement gardé par des démons qui traversent les airs sous la forme de feux follets. Ça, c'était pour la légende. En plus, il fait nuit, donc on voit rien. Oui, exactement. Il parle peut-être pas de l'œil humain, mais des yeux félins. Mais justement, les yeux félins, on voit leur lumière, on voit leurs yeux comme si c'était des petites lumières, mais c'est pas gris, c'est lumineux. On dirait des petites loupiottes qui renvoient la lumière en plus.
Parce que si vous voyez un chat avec des phares pendant la nuit, ben, que vous voyez pas le chat, vous voyez que ça, les yeux, ça se voit très fort des yeux de chat. Et dans la nuit, ben, quand ils vous regardent la nuit, euh, on les voit aussi, hein, leurs petits yeux malicieux. Alors, maintenant, on va parler du menhir de Kerampelven. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que je ne suis pas de ce coin-là. Et comment faire un vœu de la fécondité. Ils ne voient pas pareil. Non, ils voient mieux que nous, hein. Ils ont une vue de nuit. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, quelqu'un qui voit très bien, j'ai des yeux de chat. C'est parce qu'il voit bien la nuit. Donc du coup, pour parler de ce menhir, eh bien, il faut sortir de la grotte, passer devant le tout petit menhir d'Artus et de poursuivre vers le nord, vers le hameau de Kerampelven. Et il faut que vous traciez. Il faut pour cela que vous sortiez de la forêt et que vous traversiez la route pour récupérer un ravissant chemin de terre qui se ferait un chemin à travers les arbres. Et vous pouvez aussi éventuellement peut-être croiser la route d'un bouc à fière barbiche. Euh, Est-ce que ce serait pas la réincarnation du roi Arthur? Ah. Et au détour d'un sentier, apparaît le menhir et la ville traditionnelle. C'est un petit ensemble de maisons traditionnelles en pierre et l'os qui est complètement magnifique tant il est authentique et joliment décoré. Coucou Nisaya, merci beaucoup pour ton lurk, c'est très gentil à toi. Bon stream à toi aussi, je ne sais pas si tu vas streamer. Euh, si, si jamais tu stream, n'hésite pas à me le dire, je te mettrai le lurk aussi. Ce petit ensemble donc de maisons euh, est vraiment pas ordinaire et le menhir, lui, quant à lui, est plus ou moins une hauteur de 6 mètres. Il signifie d'ailleurs littéralement le village du menhir et il est dit qu'à partir du 19e siècle, les femmes qui désiraient avoir un enfant venaient frotter leur ventre nu contre ce menhir qui était connu pour apporter descendance et fertilité. Eh bien, bon game à toi, Nisaya. Amusez-vous bien, profitez-en bien. Moi, j'ouvre déjà ta page, ainsi, bah, quand tu lanceras, je serai déjà... Ah, bah, t'as déjà lancé. Ah, ben voilà, j'ai mis le lurk, voilà. Euh, avec plaisir. Et du coup, eh bien, comme tous les menhirs, il est situé sur un lieu stratégique qui se voyait de loin et où passent sans doute plusieurs canaux d'eau souterraine qui pourraient expliquer une charge d'énergie positive et régénérante que les villageois attribueraient justement à la pierre elle-même. Mais ça, c'est des explications pour trouver pourquoi ce menhir apporterait descendance et fertilité. S'il y a, il y a une raison. Et c'est possible que ce soit lié aux énergies positives hein, de cet endroit particulier. Alors, il y a l'histoire aussi du gouffre. Et le gouffre, il existe et il est associé au fait de pouvoir se débarrasser aussi des amants gênants. Alors, pour y accéder, vous devez traverser la route pour rejoindre le sentier qui mène jusqu'au gouffre
et vous accéderez à une partie de la forêt particulièrement inspirante où on ressent réellement que la forêt, elle vit et respire à l'unisson. Les arbres étendent vers le ciel leurs branches tortueuses et les entremêlent de racines aériennes qui sont complètement fascinantes. Certains spécimens singuliers semblent même vous interpeller, renforçant encore le sentiment de communion que l'on a dans cette forêt. Au bord de la D769, un escalier permet d'accéder au gouffre. Et de ce gouffre plonge la rivière d'argent d'une hauteur de 8 mètres en cascade pour disparaître entre les pierres dans un goulot étroit et sombre. On raconte que cet endroit, donc la rivière d'argent, euh, prendrait parfois une couleur virant vers le rouge. Et surtout, les arbres communiquent entre eux. Et en cas de pépin, il y a des arbres qui se sacrifient pour sauver des autres. C'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça que, vous savez, quand il y a trop d'arbres qui sont l'un sur l'autre, ou collés trop les uns aux autres et qu'ils s'étouffent, eh bien, un arbre va se sacrifier, comme le dit Caro, pour que les deux autres y continuent à vivre, tout simplement. Et c'est là, vous vous en doutez bien, que va s'établir une légende qui fait froid dans le dos dans ce lieu dit. Selon la légende, la couleur rouge de la rivière est une fois de plus l'œuvre des frasques mortifères de la cruelle Dahu, dont on a parlé tout à l'heure, princesse d'Is, fille du roi Grand-Long, premier roi du Cornouailles. Cette petite dépravée menait ainsi une vie de débauche et organisait des orgies dans son château qui surplombaient le gouffre par le passé. Chaque soir, Dahu choisissait un nouvel amant à chair fraîche parmi les plus beaux jeunes gens du pays. Et une fois qu'elle les avait consommés, elle les ligotait et les précipitait dans le donjon du château, dans les eaux bouillantes du gouffre. Leur sang, bien évidemment, versé teintait l'eau d'une sombre nuance écarlate. Pour continuer sur les métaphores macabres, il semblerait que la légende ait fait du site un haut lieu des suicidés, en la place même du gouffre. Les cadavres des pauvres disparus qui se jettent dans la rivière à cet endroit seraient pris dans un sillon d'eau menant à une large grotte souterraine et tourneraient là, donc indéfiniment. Ils seraient prisonniers du courant circulaire et cette grotte est donc baptisée funèbrement la salle de danse. C'est joyeux, exactement. Comme quoi, les légendes, parfois, sont un peu funestes et macabres. Les pompiers, eux, y auraient même pénétré une fois en détournant la rivière afin de retrouver, à la demande d'une famille, le corps d'un suicidé qu'ils auraient bel et bien repêché dans la grotte en compagnie de plusieurs ossements. C'est clair que s'il y en a qui sont sautés là et qui sont tombés dans la grotte, eh bien, je pense, en fait, je pense que cette légende, elle est vraiment, vraiment vraie parce que même si vous ne suicidez pas, il faut savoir qu'il y a quand même des accidents et qu'on peut même, sans le faire exprès, tomber dans cet endroit tout en étant émerveillé, émerveillé du lieu et tout simplement tomber et ne plus jamais savoir en remonter parce qu'on y tombe dedans tout simplement.
souvent même. Oui, bien sûr. Plus loin, vous avez la mare aux fées ou la malédiction des lavandières. Alors, les lavandières, on en avait parlé. Rappelez-vous, quand on a parlé de la Dame Blanche, on avait parlé de la lavandière. Donc, c'est juste un peu plus loin. Vous passez devant un très joli lieu-dit nommé donc la Mare aux Fées. Et la légende raconte que la nuit tombée, les sublimes fées sortent des bois et même de l'eau. Et elles vont venir peigner leurs longs cheveux blonds au clair de la lune. La journée, elles se fondent parmi les villageois en tant que laides et vieilles femmes. Un peu magiciennes, un peu sorcières, les fées sont de facétieuses jeteuses de sorts. Parfois, elles peuvent même être cruelles et il est clair qu'il ne fait pas bon de croiser leur chemin. Elles joueraient des tours aux chasseurs, aux cavaliers de passage, aux bûcherons, et les changeraient en arbres ou en pierres, ou leur murmurant quelques chants mélodieux et suaves qui les attiraient irrémédiablement à se noyer dans la rivière d'argent, ce qui pourrait être l'explication aussi qu'on en retrouve aussi dans la grotte. Changée en lavandière la nuit tombée, elle demanderait même innocemment de l'aide pour essorer leur lessive. Et si vous avez le malheur de tordre le linge dans le mauvais sens, elle vous arrachait les bras sans pitié. Cette forêt est occupée par l'homme depuis l'âge de fer, où des peuples euh, du néolithique, puis des Gaulois celtes, y ont irrigué leur menhir, célébré la beauté de la nature et de la forêt et vénéré les arbres. Après la Révolution, la forêt fait place à une forêt ressource. Elle fait alors l'objet d'une exploitation minière destinée à l'extraction du plomb argentifère, menaçant donc la qualité des eaux et la biodiversité qui la caractérise. Avec la fin, donc la mise en arrêt de la mine fin du 19e siècle et des acquisitions successives de l'État pour la protéger et la reboiser, la forêt a peu à peu retrouvé sa splendeur d'antan parce que la nature reprend toujours ses droits et elle représente aujourd'hui le plus grand massif boisé du Finistère. Elle se trouve être pour la moitié une forêt de feuillus, les plus rares et les plus riches en diversité biologique, et son relief constitue un habitat de choix pour la faune et la flore. Elle est extrêmement belle, elle est dotée de légendes merveilleuses qui fait la renommée et aussi son attrait touristique. La forêt fait l'objet d'un entretien en futaie qui est irrégulière sur le secteur et les plus sensibles d'un point de vue paysager, mais la majeure partie de cette forêt est encore traitée en futaie régulière. Mais il y a quand même eu certains incendies aussi qui ont malheureusement ravagé certains arbres et certains endroits de ces deux coins de forêt magnifiques que sont cette forêt du Galois et de Brocéliande. Il faut savoir qu'une futaie, c'est laisser un peu la forêt éternelle et sauvage et qu'il y a énormément d'arbres là-dedans. Il y a les chênes, il y a les châtaigniers, les épicéas,
Il y en a plein. Il y a plein aussi de buissons, de couvre-sol, d'arbustes, de mousses. Et tout ça est d'âges divers et variés. Et ce ne sont pas des plantations qui ont été créées par l'homme. C'est tout ce qu'il y a comme forestation là-dedans, et comme faune et comme flore, eh bien, c'est naturel. Et les arbres ont la même essence et le même âge que pour certains, cette forêt. Il y en a qui sont tellement énormes qui datent des millénaires. Donc, c'est pour dire depuis le temps. Tout ça est parsemé par du bois mort, des taillis qui favorisent l'installation des animaux. Euh, et cette forêt-là est totalement authentique. Elle représente une meilleure résistance aux attaques des parasites, à la sécheresse, à l'érosion des sols, à certains feux et possède des capacités d'autogénération euh, qui est dans le respect, bien évidemment, des cycles de la nature sur le long terme. Parce que la nature, comme je vous le dis, reprend toujours ses droits. Et même si on parle de cette forêt, il faut savoir que c'est la même chose en général pour toutes les forêts. Aujourd'hui, l'ONF annonce que seulement 10% des forêts de France sont entretenues en futaies, donc irrégulières. Or, cette proposition est beaucoup plus importante dans certains pays comme la Belgique, l'Allemagne et la Slovénie. Donc, si vous avez un moment et que vous avez envie de vous promener et de vous émerveiller, je vous conseille d'aller vous régénérer au coin de cette magnifique forêt dont on vient de parler. Voilà. Et il est 22h22. C'est pas beau ça? 22h22, je clôture cette explication sur cette forêt magnifique qui me donne encore plus envie de me rendre. J'allais le dire, tu vois, pour une fois, je t'ai volé le mot. 22h22. Ça veut dire que nous l'avons vu toutes les trois en même temps. Donc voilà, nous, on aimerait vraiment y aller. On en parlait encore il n'y a pas longtemps avec Nancy, mais pour y aller, il faudrait partir quand même. Il y a quand même 800 bornes hein, de chez nous jusque là-bas. C'est presque aussi loin que pour aller dans le sud. J'ai plein de signes en ce moment. C'est abusé. J'étais à Saint-Brieuc. Oh, Ryan. Saint-Brieuc, ça te dit rien? Mais non. Mais je pense que Miao Mix, elle est dans ces environs-là aussi, hein, tout comme Marie, tout comme Marion. Vous êtes plein, hein. J'ai un cousin là-bas. Il y a pas mal de monde en Bretagne, hein. Je suis dans le Buis-de-Dôme. C'est pas loin, ça, c'est juste à côté, non? Donc voilà, nous avons terminé avec cette magnifique forêt. Et nous allons rester dans ce style d'histoire. Ouais, mais Saint-Brieuc, c'est rare. Oui, j'avoue. Alors, nous allons donc parler du Dahu. Ce sont des contes et légendes que l'on raconte d'une région à l'autre qui se ressemblent bien souvent. Pour certains, ce n'est que le hasard des mots transformés par le vent au-delà des paysages. Mais pour d'autres, les chroniqueurs, tels que votre serviteur ouais, votre serviteur ou
tous les conteurs, écrivains, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, euh, parviennent à faire remonter l'origine à un seul événement. Cet événement est très localisé. Étrangement et bien entendu sans être trop sans insister trop là-dessus, il faut savoir que un grand nombre de ces histoires se déroulent en Alsace. C'est par exemple le cas de ces bêtes de montagne que l'on retrouve partout en France qui s'appellent le Dahu. Vous l'avez vu aujourd'hui parcourir les alentours comme s'il lui appartenait. Et ces moutons ont l'air tellement mal en point, si gros qu'on dirait des oies aux abords de Noël. Il faut qu'on s'en débarrasse ou bien elle prendra tous mes clients, s'indignent certains bergers. Et si on faisait le coup de la bête à traquer, avec le sifflement étrange et tout le lot d'idioties habituel? On se cachera dans la forêt avec des villageois et la honte la forcera à fuir et elles nous auront bien fait rire. Cela a déjà marché dans le passé. Mon beau-frère était breton. Comme quoi, hein. Ah, quand même, c'est quand même assez loin, ouais, en effet. La légende vous raconte ça. Anceline est une bergère vagabonde. Elle possédait un cheptel de quelques couples seulement et arpentait les plaines dans l'espoir de revendre la laine. Son arrivée en Alsace l'avait complètement changée. Elle avait voulu s'installer là pour de bon, au déplaisir des éleveurs locaux. Justement, elle passait elle aussi par la taverne au coucher du jour, et les hommes l'encerclaient et lui intimèrent de débarrasser le village de cette bête qui aurait attaqué chacun de leurs troupeaux. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même, dit-elle. Elle ne m'a pas agressée et elle n'a pas agressé mes moutons. Nous avons tous essayé, mais nos manières sont trop brutales, trop bruyantes. Peut-être une personne plus fluette, comme toi, Marceline, y parviendra mieux. Anceline, Marceline, pourquoi je dis Marceline, moi? Anceline va donc décider euh, que ils sont en train de rire les fameux paysans, mais aussi tous les autres clients. Elle aimait cette région de tout son cœur et elle aurait tout fait pour prouver à ses habitants qu'elle avait sa place là où elle était. Elle accepta donc l'expédition et on lui tendit un sac en toile aussi grand qu'elle et on lui communiqua les instructions de la chasse du Dahu. Siffler, hurler son nom, l'attraper avec le sac, rien de plus facile. Elle partit donc en direction des sommets, suivie à son insu par une douzaine de villageois. Elle évolua d'abord entre les pins des Vosges, denses et odorants, et elle criait « Dahu, Dahu !» et on riait de sa naïveté. Elle sifflait comme un oiseau malade et l'on riait encore. Le manège avançait bien dans la forêt, gagnant de l'altitude, mais toujours aucun signe de la bête. Tard dans la nuit, lorsque tout le monde en eut assez de voir la pauvre bergère s'enliser dans la honte, les villageois sont rentrés. Et c'est à ce moment-là qu'Anceline aperçut les premières traces de pas du Dahu. Elle n'avait jamais vu cela. Des sabots en parallèle au flanc de montagne, comme si la bête ne changeait jamais de direction et évoluait contre la pente. Elle les suivit et se retrouva sur l'autre versant, juste sous le sommet du Donon. L'aube pointa le bout de son nez
et éclaira des prairies dénudées, idéales pour les moutons. Bien que les vents y balayent un peu, il y a de la belle végétation. Et puis, au-dessus d'elle, une sorte de chèvre, bien plus petite que la moyenne, broutait paisiblement. Ses pattes gauches étaient moitié moins longues que les pattes droites. Les poils de son garrot léchaient le sol terreux, ses yeux exorbités semblaient ne pouvoir regarder que dans une seule et unique direction. Est-ce que c'était la créature? Anceline se positionna et l'appela de son nom. Dahu, Dahu, plaît-il? La bête réagit en se retournant et trébucha maladroitement. Elle dégringola la pente, elle s'en mêla dans les poils et Anceline, le sac ouvert, l'accueillit. Ouf! Je vous remercie, gendarme. Vous m'avez surpris. Cela m'arrive à chaque fois. Je vous en prie, répond Anceline, déboussolée. Le jour était complètement levé maintenant. La bête et elle discutaient assises en travers du versant. Il s'avéra qu'elle n'avait bien sûr attaqué aucun animal et qu'elle était même agréable à côtoyer et elle était cultivée et distinguée, très au fait des problèmes qui se passaient dans le monde aussi. Et Anceline, au soir venu, appela son mari. Elle lui proposa de l'embaucher pour s'occuper de ses moutons et de parcourir la région avec le Dahu et de continuer son aventure dans sa compagnie. Le Dahu donc accepta. Anceline confectionna rapidement des petites échasses de poids pour qu'il puisse se déplacer à terrain plat. Donc elle a mis un petit poids avec un morceau de bois pour remplacer le sabot pour qu'il ait les pattes toutes pareilles. Ils rentrèrent et Anceline s'attendit à être accueillie en héroïne. Mais les villageois furent sous le choc. Ils ne se doutaient même pas que cette bête existait. Et ils s'en emparèrent en moins de temps qu'il faut pour le dire. Et ils l'enfermèrent dans un cellier, celui de la taverne. Ils allumèrent le feu de la rôtisserie et s'installèrent à table. La boisson coula à flots, et Anceline ne put agir que lorsqu'ils fussent tous intoxiqués par l'alcool. Elle contourna donc l'établissement et entra dans la prison de son ami Dahu par l'ouverture. Elle le libéra de son malheur et ils s'enfuirent ensemble vers les Vosges, sous le couvert de la nuit naissante. Quand ils se sentirent à l'abri et loin des villageois, ils ont pu respirer. Dahu lui dit-elle, c'est un déchirement que de dire cela, mais tu dois partir. Écume toutes les montagnes de France et d'ailleurs, s'il le faut, mais tu dois te trouver un coin tranquille et disparaître du paysage des hommes. Ce sort te sera réservé partout, j'en ai bien peur. Le Dahu en effet acquiesça et s'en alla. Anceline ne le revit jamais, mais les échos de son passage résonnèrent depuis les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et bien d'autres montagnes encore. Voici la légende des Dahus que je vous ai racontée. Elle n'a rien à voir avec... Enfin si, elle a à voir avec les histoires qui sont racontées concernant le Dahu et le fait que c'est des blagues que l'on fait les villageois aux nouvelles personnes qui venaient au village. Mais, euh, mais là, c'est encore une autre histoire, je ne l'avais jamais entendue. Et quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça franchement joli.
Je ne sais pas si certains la connaissent parce que bah, vous êtes de la France, donc si vous connaissez des Alsaciens, c'est typique une histoire d'Alsace, hein, une légende d'Alsace. Mais je trouvais ça intriguant et intéressant. Ça ressemble un peu aux histoires qu'on raconte aux enfants, comme les histoires de Perrault, par exemple, la chef de Monsieur Seguin, par exemple. Je trouvais que c'était assez proche comme histoire, sauf que ben là, c'est la chef qui se fait attaquer par le loup, mais c'est encore différent. Mais je trouvais cette histoire-là intéressante, et du coup, je me suis dit, bah, je vais leur raconter cette histoire. Ouais, comme le petit chaperon rose. Oui, aussi. Je trouve que c'est vraiment raconté comme si ce serait vraiment un conte, et je trouvais ça intéressant. Alors oui, il y a la vraie légende, celle du Dahu, avec les deux pattes plus longues et les deux pattes plus courtes, qui est toujours obligé de rester sur la même pente. Et, comment? Cette légende, elle vient du chamois, tout simplement. Et on racontait cette histoire-là pour que les gens de la ville, pour se moquer des gens de la ville, tout simplement. Et c'était comme un genre de rituel, on les envoyait chasser le Dahu. Alors cette histoire ici, c'est à peu près la même chose, dans le sens que on raconte une histoire et on invente à quelqu'un qui est nouveau venu d'aller chasser ce Dahu, cette fameuse bête sanglante qui n'est autre qui n'est autre que l'apparition d'un chameau, hein. Donc voilà. Donc c'était les petites histoires. Donc il y avait une légende assez longue, et cette histoire du Dahu, j'avais envie de l'incorporer dedans. Ça restait dans la nature. D'ailleurs, dans le titre, vous avez pu le voir, il y a un petit arbre, une feuille morte, et il y a une petite chèvre, parce que je cherchais après un petit chamois et tout, mais bon, il n'y a pas. Donc je vous avais mis une petite chèvre dans le titre. Donc voilà. J'ai une vidéo à vous passer, donc on va passer dans le mode là. Je vais fermer ça. Oui, attendez, j'arrive, je vais voir. On a frappé. Euh, voilà, je suis là. Je vais vous mettre la vidéo. J'aurais dû vous la mettre avant.
Attendez, hein. Vidéo. Hop. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Bon, allez, on va faire le raid. Il va être 23 heures. Aujourd'hui, on va aller chez Simia. Il est en street art.
Nous, on se retrouve. Oui, c'est ça, c'est tout ça. Tu avais un truc à nous dire. Ah oui, juste merci Véro. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer ça. C'est Angel qui avait donné le projet, qui avait montré le projet, qui me l'avait envoyé pour Nancy. Et voilà, ça a été réalisé. C'est une planche pour mettre les oracles. Attendez, comme ça, elle est droite. Là, elle a mis les petits pieds. Il y a des petits pieds là. Et ça sera pour la poser sur le bureau, donc comme ça, à plat, bien évidemment. Donc quand vous aurez le retour cam, bah, vous aurez le retour cam sur ça. Après, la grandeur des cartes, c'est difficile à prévoir parce que bah, il y a des plus petites et des plus grandes. Mais le deck, on peut le mettre sur le côté et mettre les 3 cartes habituelles. Donc c'est super bien. Elle me l'a personnalisé avec mon pseudo et tout. C'est pour vous dire quand même que si vous aussi ça vous intéresse d'avoir le même style, n'hésitez pas à aller lui demander sur sa page Médusard sur Facebook, sur Féline sur Instagram et sinon dans le Discord. Si vous voulez avoir les trucs, n'hésitez pas à me demander, hein. Tu vas nous faire des tirages royaux. Elle peut, je pense, vous personnaliser ça, ça elle vous dira elle-même ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, ce que vous aimez bien, etc. N'hésitez pas à lui demander. Euh, et je sais qu'elle fait des envois pour la France, donc n'hésitez pas à aller lui demander. Je trouve ça, voilà, tout est possible et je trouve ça vraiment cool. Donc, je voulais vous le montrer en écran parce que vous l'aviez vu en photo, mais avant d'utiliser lundi. Je voulais vous le montrer comme ça. Et puis voilà, moment pub, hein. Donc voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi lui demander dans le Discord, hein. J'ai hâte de trouver des sous pour lui en demander un. Il faudrait, c'est que tu me dises quel style tu voudrais, Angel. Et j'oublie de lui demander combien elle allait les vendre. Non, si tu pourras me dire combien tu vas les vendre, ainsi je pourrais informer ceux qui sont intéressés au pire du pire. Ou alors tu le mets dans le Discord, tu sais, dans création et tout ça. Il y a une page, et tu mets. On peut lui demander un design tout fait. Ouais, mais ça, vas lui demander en privé sur Discord, hein. Tu vas la retrouver avec le même pseudo, Angel. N'hésite pas à lui demander. Elle n'a jamais mangé personne, je vous promets. Sauf son voisin, peut-être un jour, mais. Donc voilà. Allez, on fait le raid. On se retrouve demain pour le live lecture. Je vais ajouter les nouveautés demain si le voisin me fout la paix. C'est ça. Si, si. Avec des si, on va à Paris et on met la Tour Eiffel comme bouche. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain. Et Angel, tous mes voeux de bonheur à toi et à Franek, vous le méritez vraiment. Et je vous fais des gros bisous. Et à demain. Je vous passe sur l'écran de fin.